Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont j'ai l'habitude de vous donner le sommaire du numéro en cours, mais je vais faire une exception à cette règle en vous rappelant que Le 1 est aussi l'éditeur de deux autres publications, Zadig, qui porte comme titre dans son dernier numéro « Comment le Covid change nos vies ». Cette question, dit la présentation, on n'a pas fini de chercher à cette question là où les réponses. Qu'est-ce que la pandémie de Covid a déjà changé, continue de changer, changera encore dans nos vies? De cette épreuve collective, est-il ressorti un bien, un surcroît de bien-être, un sursaut de conscience pour vivre mieux ensemble, pour vivre mieux avec soi-même? Voilà le sommaire, ou plus exactement le chapeau de ce dernier numéro du magazine trimestriel Zadig. Et puis le 1 édite aussi Légende, le mag, 70% de photos et 30% de texte, dont le numéro 11 est consacré à Simone Veil. On y remarque notamment un article de Delphine Orviller, rabbin, qui s'intitule « L'emblème de la parole retrouvée », ou un autre de Dominique Simoneau, défenseur des droits, qui s'intitule « Elle croyait en l'élévation intellectuelle des détenus ». Nous remercions ceux de nos auditeurs qui sont aussi des contributeurs et nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui vont les rejoindre. Je vous propose que nous passions maintenant à l'un de nos deux sujets, celui du projet de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie ont publié le 2 avril un rapport comprenant 146 propositions. Adopté au terme d'un vote solennel à 92%, le rapport se veut un nuancier d'opinion et ne prétend pas supporter une vision univoque. Voulue par Emmanuel Macron, la Convention citoyenne devait répondre à une question posée par la Première ministre. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? À l'issue de 27 jours de travaux étalés sur 4 mois, au terme d'une soixantaine d'auditions d'experts, de représentants des cultes, de philosophes, de médecins et de soignants, et après une succession de votes, les citoyens tirés au sort pour être représentatifs de la population française ont répondu à 97% que le cadre d'accompagnement actuel devrait évoluer. D'abord, du fait de l'inégalité d'accès à l'accompagnement de la fin de vie en France. 26 départements ne disposent pas d'unités de soins palliatifs. Ensuite, en raison de l'absence de réponse satisfaisante dans le cadre actuel pour certaines situations de fin de vie, ce double constat les a conduits à proposer en priorité d'améliorer le cadre existant, mais aussi d'ouvrir la porte à un changement de la législation française. À 76%, les membres de la Convention sont favorables à l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie, selon certaines conditions et au terme d'un parcours balisé. La ministre déléguée aux professions de santé, Agnès Firmin-Le a créé un groupe de réflexion sur les mots de la fin de vie autour de l'académicien Éric Orsena, qui rendra ses travaux en juin. L'idée étant notamment de trouver des synonymes à euthanasie. En attendant, son cabinet rôde une subtile distinction entre l'assistance au suicide, procédé dans lequel le médecin se contente de prescrire la substance létale, et le suicide assisté, qui renvoie au cas d'un malade qui souhaite se donner la mort, mais qui, n'en ayant pas les capacités physiques, demande à un tiers d'accomplir le geste terminal. Le suicide assisté, assimilable à un suicide par procuration, diffère de l'euthanasie, car l'intention de donner la mort est celle du malade, et non celle d'autrui. Le chef de l'État a annoncé qu'il lancerait un plan décennal pour la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs.
Sur la légalisation de l'aide active à mourir, Emmanuel Macron a souhaité qu'un projet de loi soit bâti d'ici la fin de l'été. Il demandera au gouvernement de conduire ce chantier législatif en lien avec des parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidence de l'Assemblée nationale. Il pourrait s'agir alors de concevoir un modèle français de la fin de vie, selon l'expression de la Convention citoyenne, qui s'efforce d'en définir les contours dans son rapport. Sur cette question, Nicolas Bavrez. C'est une tradition en France que quand on a un gouvernement de gauche qui est en échec économique et social, souvent il cherche une issue dans le domaine sociétal. Et on pourrait se dire que ça n'est que ça, cette irruption de la fin de vie, dans un moment où on voit très bien que le président de la République et son gouvernement sont dans une impasse politique complète. Et en réalité, c'est beaucoup plus que ça, et ça mérite effectivement d'y réfléchir. Premièrement, cette question de la fin de vie est une question qui se pose effectivement, qui est un vrai enjeu pour nos sociétés, parce que l'allongement de la vie fait qu'on a de plus en plus de cas de pathologies dégénérescentes et longues, parce que le progrès médical permet aussi de maintenir en vie, y compris des gens qui souffrent. Donc, la vie longue peut déboucher sur une mort lente et douloureuse. Et puis, parce que la pandémie de Covid a bien montré que, à force de tenir la mort tout à fait à distance, on pouvait en arriver à des situations complètement inhumaines, ce qui a été le cas au début, avec la manière dont on a traité les personnes qui sont mortes dans les EHPAD. Donc, l'autre chose intéressante, c'est ce recours à la Convention citoyenne. On voit qu'on les multiplie un peu avec cette situation de majorité relative et puis d'impasse politique. C'est vrai que la Convention citoyenne sur le climat avait été une catastrophe et je trouve que celle-ci, a priori, a beaucoup mieux fonctionné. Sur les deux questions qui étaient posées, je trouve que les réponses sont raisonnables et modérées et permettent d'essayer de construire. Alors, un modèle français de la fin de vie, c'est assez prétentieux, je pense, et je crois qu'en matière de modèle français, on devrait être un peu plus humble. Mais c'est vrai que sur la première question, est-ce que le cadre est adapté ? Clairement, non. La loi Claes-Leonetti de 2016. Donc, le premier problème, c'est que 65% des Français ne la connaissent pas. Donc, elle a prévu des directives anticipées, une décision collégiale de l'équipe médicale. Mais ça n'est pas connu des Français. Ça n'est même pas connu des soignants. Le deuxième problème qui a été rappelé, c'est qu'il n'y a pas d'unité spécialisée dans le quart des départements, donc 26, et ça ramène à la déliquescence du système de santé français. Et le troisième problème, c'est qu'on ne peut recourir à la sédation profonde que quand le pronostic vital est engagé à court terme et que les gens se trouvent en très grande souffrance. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en très grande souffrance, mais avec des pathologies qui peuvent être très longues. Et là, la loi ne permet pas de vraiment les prendre en charge. Donc, sur ce constat, je crois qu'il est tout à fait exact. Sur l'avenir, il y a évidemment un très grand nombre de propositions, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a eu très souvent des oppositions qui étaient des oppositions extrêmement binaires. Alors évidemment, sur la fin de vie, on a des positions philosophiques ou religieuses, mais souvent, me semble-t-il, on a opposé l'aide à vivre ou l'aide à mourir, on a opposé le droit du soignant et le droit du patient. Et il me semble que ce vers quoi on s'oriente, c'est quelque chose qui, effectivement, réhabilite la fin de vie et qui essaye de réconcilier l'éthique de l'autonomie, la liberté de chacun de décider, y compris de sa propre mort, la responsabilité qui veut que dans nos sociétés, on respecte la vie humaine et qu'effectivement la priorité soit donnée à la vie avant d'envisager d'accompagner la mort. Et puis évidemment le respect de l'éthique médicale, qui est une éthique qui est avant tout naturellement au service de la préservation de la vie. Donc je crois que finalement, c'est une bonne base
pour le législateur, et que par ailleurs, ça nous invite à... En fait, ça nous montre que repenser la mort, c'est aussi une manière de repenser la vie, et à essayer de construire, plutôt qu'un modèle français de la fin de vie, je pense, reconstruire la façon pour chacun de pouvoir construire un projet de fin de vie. On s'intéresse souvent aux réponses magiques des populations africaines ou asiatiques, et je pense que notre pratique magique à nous, c'est une pratique qui tient aux mots. André Gide, au moment de la création de la sécurité sociale, avait dit « assuré social ». Étonnons-nous de l'expression avant que l'usage n'en ait effacé le ridicule. Et là, je dois dire que le modèle français de la fin de vie me plaît beaucoup. Je vois bien une campagne internationale sur le thème « Mourez français ». Et l'idée de trouver un équivalent, de demander à un académicien éminent, d'ailleurs Éric Orsena, de trouver un équivalent à l'euthanasie est aussi très plaisante. C'est vous ne mourrez plus de la tuberculose, vous ne mourrez que de la phtisie. Et je pense que ça a de grands avantages. Béatrice Gibelin. Oui, sur cette note d'humour de Philippe. D'humour noir, bien sûr, ça s'impose. Mais bien évidemment, ça va de soi. C'est la couleur. Je dois dire que proposer Orsena de trouver les autres mots pour le dire à quelque chose effectivement de tellement dérisoire et qui accompagne toujours cette difficulté. De deux mots, il faut choisir le moins. Alors. Voilà, exactement. Cela dit, le proposer est dérisoire. Je ne sais pas comment il faut qualifier le fait d'accepter un travail pareil. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, bon, sur ce débat, moi, je suis toujours un peu surprise par ce besoin de légiférer. Moi, je suis d'une famille médicale. J'ai toujours su et j'ai toujours compris que, je pense à mon père ou à un beau-frère, ils avaient accompagné jusqu'au bout, sans qu'on ait besoin de le crier sur les toits, dans un rapport très humain avec les malades qu'ils avaient. Et je suis sûre que ça se fait dans beaucoup, beaucoup de cas. Alors, il faut sans doute légiférer, mais j'y vois vous allez peut-être me trouver sévère, mais j'y vois une forme encore de difficulté à assumer les responsabilités qu'on doit prendre jusqu'au bout. Soit on essaye de confier ça au médecin qui doit prendre la décision. Il vous dira toujours non, moi je dois préserver la vie jusqu'au bout. Mais enfin, quel est le médecin quand il voit un malade souffrir de façon absolument terrible, va le laisser souffrir? Je veux dire, c'est pas un médecin, c'est avant tout soulager. Donc je suis un peu pleine d'interrogations là-dessus. Alors on a des convictions religieuses, ça très bien, mais on ne vous oblige pas à prendre cette solution quand elle existe. Si vos convictions religieuses vous l'interdisent, eh ben vous ne le faites pas. Moi, ce qui me semble fondamental, c'est le choix et la liberté. La liberté de décider de mettre fin à ce qu'on ne supporte plus. Alors qu'on mette des garde-fous, sans doute. On pose la question des adolescents déprimés. Je veux dire, c'est faux, ces façons de poser le problème. Il faut les rejeter. Il faut pas accepter ce genre de choses. Et je pense véritablement que les soins palliatifs, on a dit il y a 26 départements sans équipement de soins palliatifs, parce que le soin palliatif n'est absolument pas, j'allais dire, pensé et enseigné dans la formation médicale aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment volontairement que d'abord il y a pas mal de femmes qui se mettent dans ce domaine-là. C'est pas par hasard s'il y en a pas. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. C'est parce que ça n'intéressait pas. On fait pas une belle carrière dans les soins palliatifs. On fait une belle carrière en cardio. On fait une belle carrière en gastro. Voilà, ça c'est des carrières. Aller s'occuper des gens qui vont mourir et qui sont en fin de vie, c'est pas une belle carrière. Et je pense que c'est à l'origine, dans notre logique médicale, comme on sait pas faire de prévention, on sait pas faire de prévention à mourir non plus, dans un véritable accompagnement. J'ai lu un petit livre qui s'appelle
appelle le dernier souffle, d'un médecin généraliste qui a basculé dans l'accompagnement de fin de vie, dans le soin palliatif, et qui est extrêmement intéressant, et qui montre qu'une fois que les gens ne souffrent plus, c'est-à-dire qu'ils retrouvent une forme de dignité dans la non-souffrance, plus personne ne demande qu'on accélère. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Et je pense que le combat de mourir dans la dignité, qui veulent vraiment cet acte positif, n'est pas... manque, à mon sens, j'allais dire, vraiment d'humanité. Alors, la maladie de Charcot, tout le monde sait, mais quel est le médecin qui va laisser quelqu'un souffrir jusqu'au bout avec sa maladie de Charcot? Je n'y crois pas. Donc, je pense que ce modèle français me semble totalement arrogant et n'a aucun sens, parce que c'est tout le monde qui est confronté à la même chose. Mais ce qui serait important, c'est que la mort, ça fait partie de la vie, et qu'elle soit de nouveau présente dans notre vie à chacun, alors qu'on la fait disparaître de plus en plus. Lionel Zinsou. Alors, je vous trouve très sévère avec les mots. Le modèle français a l'air de faire l'unanimité pour le caractère dérisoire, mais aujourd'hui, on peut aussi mourir suisse ou mourir belge, parce qu'en réalité, il y a des différences entre, y compris les pays européens, et ces différences créent des inégalités considérables, parce qu'il y a des gens très célèbres qui vont en Suisse parce que la législation leur donne des droits qu'ils n'ont pas en France. Les Suisses n'en font pas pour autant le modèle suisse de la fin de vie. J'entends bien, mais j'entends bien. Différence de législation, c'est tout. Oui, mais voilà, il y a un modèle législatif à trouver, et il y a un modèle, il y a un choix des mots, mais enfin, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'idiosyncratiquement français. Parce que pour l'instant, c'est un peu comme l'interruption de grossesse avant qu'il existe un modèle français de l'avortement. C'était le privilège des gens qui s'enfuient. Bon, donc c'est ça que ça veut dire le modèle français. C'est pas, il faut insister sur français par rapport à Suisse plutôt que sur modèle. C'est modèle qui a l'air de vous paraître un peu grandiloquent. Mais oui, bon, il faut bien trouver une voie française. Bon, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est, Philippe fait allusion aux rituels, aux pratiques magiques de l'Asie et de l'Afrique devant la mort. Là aussi, il faut bien qu'il définisse une culture contemporaine française du passage, parce qu'elle est forcément très différente d'autres cultures. Si vous voulez, nous sommes, par exemple, en Afrique, dans des pays qui ont 100% de pratiques religieuses. Pourquoi 100% ? Parce qu'il y a certainement des agnostiques, mais entre ceux qui ont deux convictions religieuses, parce qu'ils sont à la fois animistes et musulmans, animistes et protestants, etc., au total, on a sûrement 100% de pratiques religieuses. On est dans un pays, dans une Europe également, où on a des pratiques très, très différentes. C'est évident que le passage vers la mort... il se trouve que moi, je viens de vivre dans ma famille un passage de la vie à la mort de quelqu'un d'un grand âge, mais ça n'a aucun rapport avec un autre deuil que j'avais vécu en France, tout ça très proche. Plus vous êtes âgé au moment de mourir, plus vous avez bénéficié des soins de la famille, plus vous avez été respecté au long de votre vieillissement, et plus c'est une manifestation sociale majeure, et plus vous multipliez les veillées, et plus vous multipliez les cortèges musicaux, comme l'image que vous en avez à la Nouvelle-Orléans ou au Brésil. Mais ça n'a rien à voir avec le passage français ou le passage suisse. Alors moi, je suis dans une famille où il y a des Français, des Suisses et des Béninois, donc je compare. Il faut bien trouver une voie française. Et il y a l'aspect juridique, mais il y a aussi toute la réflexion sur la dépendance, sur qu'est-ce que c'est qu'avoir Alzheimer dans une société française où les anciens sont démunis même de la visite des plus proches. Et qu'est-ce que c'est par rapport à des sociétés où il y a toute une cordialité du grand âge, toute une intimité. Donc, on est obligé de réfléchir, c'est ça l'intérêt de tout ce débat, pas seulement sur le passage, sur la minute, mais sur comment on traite
des gens qui sont forcément en train de devenir un peu dépendants, puis peut-être totalement dépendants. Et ça, les sociétés le traitent d'une façon tout à fait différente. Sur la déliquescence de l'hôpital public, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les progrès actuels. Je crois, Nicolas, déliquescence, ce serait un déclin de l'hôpital. Et le fait qu'on manque de ces services, oui, on n'est pas en déclin parce qu'il n'y en a jamais vraiment eu, comme le dit Béatrice. Ça a été vraiment un point aveugle. Et donc, on ne va pas assez vite à développer ces services. C'est pas qu'on soit en train de régresser comme dans d'autres domaines de l'hôpital public. C'est qu'on progresse peut-être pas assez vite par rapport à la demande. Et la demande exprimée par les citoyens est très claire là-dessus. Ça sera en même temps, je suis désolé, c'est un peu du Paul Ricoeur ou de l'Emmanuel Macron, mais ça sera en même temps une demande très très forte, qui n'a jamais été exprimée aussi fortement, de soins palliatifs et de traitements contre la douleur. Vous savez, les traitements contre la douleur, c'était confidentiel jusqu'à ce que un grand ami, le professeur Tarot, accompagne François Mitterrand dans toute sa vie quotidienne. Et on a vu tellement les photos de leur promenade, etc., parce qu'il était président de la République et tellement douloureux qu'il ne pouvait pas s'acquitter sans qu'il y ait ce grand professeur de traitement de la douleur. Mais c'était quelque chose qui était... C'est pas tabou, c'était inconnu. Bon. Donc on est dans une problématique de progression des techniques, d'intérêt de carrière, etc., sur une très grande demande de toutes les familles. Tout le monde s'identifie, c'est 100% qui sont concernés. 100% des gens ne sont pas concernés par la maladie de Charcot, heureusement, dans leur proximité. Mais là, dans leur proximité et dans leur vie intime, c'est très, très clair. Et donc, on est en plein progrès du traitement de la douleur, mais ça demande un grand effort pharmaceutique, galénique, clinique, etc. Et on est en grand développement, mais pas assez rapide. Ce n'est pas un déclin, c'est quelque chose qu'il faut accélérer. Dernier commentaire, la Convention citoyenne sur les problèmes d'environnement n'a pas été un échec tragique. Et ce qui a été probablement un peu triste, c'est le passage de débats qui avaient la même qualité en termes d'information entre les citoyens, au bénéfice des citoyens, à l'acte. C'est-à-dire, on avait dit tout ça va se traiter par des éléments qui seront soumis à référendum, d'autres aux lois et règlements. Bon. Et ça ne fonctionne pas. Mais là, ça va être la même chose. On a un débat de très grande qualité qui a apporté beaucoup de choses. On a la preuve que les citoyens sont experts de leurs problèmes et tout à fait capables de travailler sérieusement sur les solutions, mais on a besoin du Parlement. C'était comme on en a eu besoin pour la Convention citoyenne sur l'environnement. Elle a bien travaillé, elle a fait émerger quelque chose que moi m'a frappé pendant cette convention, c'est la parole des jeunes. Il y avait notamment des étudiants et des lycéens qui étaient extraordinairement intéressants dans leur approche des problèmes d'environnement. Et comme ils sont quand même, peut-être d'une certaine manière, les plus concernés, c'était bien d'entendre cette parole, parce qu'en dehors des conseillers municipaux jeunes dans certaines mairies, c'est quand même assez rare d'entendre des gens de 16 ans vous parler de leur destin. Et bien là, ça va être la même chose. Il n'y a pas d'opposition entre la démocratie participative et celle qui est la représentative, et avec des citoyens qui ont fait un travail reconnu par tout le monde dans cette convention sur la fin de vie. Et rappelez-vous quand même, quand on n'en était qu'aux travaux, c'était un peu la même chose sur l'environnement. Et puis, le passage qu'il ne faut pas rater cette fois-ci, c'est évidemment le passage parlementaire. Parce qu'il va falloir, non pas faire des votes indicatifs, il va falloir prendre des décisions. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je regarde ces travaux avec à la fois beaucoup de sympathie pour les auteurs, les membres de cette convention qui ont, je crois, ont fait preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup de respect les uns des autres, de beaucoup d'attention à un problème extrêmement sérieux qui ne comporte pas, par définition, de solutions satisfaisantes. Et en même temps, je suis frappé par le caractère assez inadéquat de l'outil en question. Il est apparu moins inadéquat que dans la Convention climat, mais il est quand même inadéquat. À quoi correspond une convention par rapport à une instance parlementaire? Alors on dit, d'abord, ce sont des gens qui étudient. Et effectivement, la
première qualité, c'était exact aussi dans la Convention climat, ce sont des gens qui utilisent les travaux d'experts, les travaux de moralistes, les travaux de philosophes, qui viennent leur expliquer des choses et qui se concentrent longtemps sur un objet. Je crois que c'est la base, de toute manière, de la démocratie représentative. Ce qui caractérise la démocratie représentative, c'est l'idée que les gens qui doivent être amenés à prendre des décisions ne sont pas simplement des citoyens, ce sont des citoyens ordinaires, mais ce ne sont pas des citoyens ordinaires instantanés, si je puis dire. Ce sont des citoyens ordinaires qui prennent le temps de la réflexion, de la documentation, de l'échange, avant de se prononcer. Alors, je crois que la Convention répond à cet objet, mais c'est un peu paradoxal, parce que le Parlement est fait pour ça, et c'est, comme vient de le rappeler Lionel, c'est pour finir le Parlement qui va avoir à voter. Donc, la logique pour que moi, parlementaire, je revote, c'est que je refasse le travail. Or, je ne vois pas du tout pourquoi ce travail n'aurait pas pu être fait dans le cadre des assemblées existantes, avec par exemple des commissions spéciales qui fonctionnent en général bien, on ne s'écharpe pas toujours, surtout sur des sujets pareils, et qui pouvaient se donner les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois, même les 2 ans, si c'est nécessaire, pour aboutir à ce travail, pour consulter les experts, pour écouter les jeunes. Donc je trouve qu'il y a là quelque chose qui est assez inadéquat. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la Convention présente un inconvénient très sensible dans le cas du climat, et encore assez sensible, bien que moindre, dans le cadre de la Convention famille. C'est la spécialisation. Ce qui caractérise une décision publique, c'est qu'elle n'est pas isolée. C'est que quand vous prenez une décision, par exemple sur les soins palliatifs, c'est une décision budgétaire. Vous allez mettre des moyens humains, financiers, donc des crédits. Donc vous allez soit augmenter les impôts, soit augmenter le déficit, soit prélever sur d'autres usages. Et donc en permanence, le travail gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès France. Le travail du politique, c'est de mettre en concurrence, si je puis dire, différents usages, différentes utilisations de l'argent public et des moyens de coercition dont dispose l'État. Bon, et c'est ça la matière, c'est ça qui rend le métier de parlementaire à la fois impossible et exaltant. C'est qu'on passe sa vie à arbitrer entre des enjeux prioritaires et dont il faut bien finir par dire que l'un est plus prioritaire que l'autre. Alors sur le climat, c'était évident. Ils ont foncé dans un certain nombre d'options, ils se sont donnés très logiquement pour objectif le climat, et ils ont ignoré tout un ensemble d'équilibres par ailleurs, de croissance, de cohésion sociale, etc. Ou alors ils l'ont traité de façon marginale et avec un peu de lâcheté, comme en refusant par exemple l'augmentation des taux du prix du carburant, parce qu'il y avait l'ombre des gilets jaunes qui planait derrière tout cela. Là, c'est la même chose. Les soins palliatifs, très bien. On les prend sur le budget de la santé. Bon, le budget de la santé, c'est un choix qui doit être fait par la représentation nationale. Qu'est-ce qu'on fait pour les infirmières? Qu'est-ce qu'on fait pour les investissements? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe le plan cancer? Tout ça, c'est un équilibre. Et donc, cet équilibre-là, une convention n'est pas du tout à même de l'assumer. Troisièmement, le mode de représentation est quand même inquiétant, parce que ça relève de la méthode des quotas, ça relève des sondages. En vérité, on choisit des gens parce que quand on les met tous ensemble, ça donne une image, un microcosme de la société réelle. Or, je crois que sur un sujet pareil, moi, je me sens pas représenté. C'est pas parce qu'il y a tant de cadres du secteur public, tant d'hommes, tant de femmes, tant d'homosexuels, tant d'immigrés ou pas. Ça n'est pas le problème. On est en face d'un choix moral qui est très difficile à prendre, et c'est ce choix-là qu'il s'agit d'effectuer. Et il n'est pas réductible
il n'est pas réductible à une sorte de norme sociale. Pour ça, moi, je trouve quand même que l'organisation du système représentatif qui consiste à faire élire des hommes et des femmes par les citoyens, et ensuite ces hommes et ces femmes discutent avec les citoyens qui les ont élus, même si le mandat impératif est condamné avec force depuis Sieyès, mais on discute avec ces gens, on dit voilà pourquoi j'ai fait ça. Ce rapport-là d'explication et ce rapport de représentation est nécessaire. Donc je trouve que tout ça n'est pas du tout un outil adéquat, et j'y vois quand même toujours la manifestation qui est courante sous la Ve République de méfiance à l'égard de l'institution parlementaire. Alors comme l'institution parlementaire en ce moment fait tout ce qu'elle peut pour se disqualifier elle-même, ça passe pas mal. Mais je trouve, alors sur le fond, je dis un mot sur le fond, c'est un choix très très difficile. Ça se résume à des choses simples, mais mais tout est dans les détails. Est-ce qu'on doit permettre aux gens de se tuer? Est-ce qu'on doit aider les gens à se tuer? Est-ce qu'on doit tuer les gens à la place d'eux-mêmes? Ces trois. Alors chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que quand on est législateur, on va débusquer très précisément tous les cas de figure, toutes les possibilités de détournement, d'abus de pouvoir, d'ignorance de la liberté des gens. Et donc, ça sera comme toujours, comme c'est dans le détail que le diable se niche, ça sera un examen au coup par coup. Donc je pense que véritablement, on aurait mieux fait de faire une véritable commission interpartisane qui réfléchirait avec le temps nécessaire sur cela, plutôt que de faire appel à cette très sympathique convention. Nicolas Bavrez. Quelques remarques rapides. D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut une loi? Pour ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pour l'instant, on a repoussé la responsabilité sur les soignants, mais les soignants, pour l'instant, engagent leur responsabilité et peuvent être accusés d'homicide en l'état actuel du droit. Donc si on veut il faut couvrir ce risque, et qui est un risque juridique considérable. Donc il faut bien, si on le souhaite traiter ce problème, il faut légiférer. Deuxièmement, l'articulation, la Convention citoyenne sur le climat a été un désastre. Elle n'a pas parlé des deux problèmes qui étaient le nucléaire et la taxe carbone, et elle a présenté un espèce de festival de mesures totalitaires avec un délire réglementaire et sans aucune évaluation de ce que ça rapportait. Donc la seule chose qui importe, c'est la décarbonation. Donc c'est un travail qui était un travail totalement militant, totalement non raisonnable et non scientifique. Ce qui s'est passé là, franchement, c'est différent parce que, et là où je crois qu'on peut quand même articuler les deux, c'est que la Convention, elle ne légifère pas à la place du législateur. Elle éclaire le débat et elle apporte un certain nombre de connaissances. Et par exemple, sur l'état réel des soins palliatifs en France, on savait que c'était mal organisé, mais on ne se doutait pas que c'était à ce point déficient. Pour en revenir sur le déclin du système de santé, il y a quand même un point qui est très important, qui a été abordé tout à l'heure. C'est qu'effectivement, comme toujours, il y a des excès, mais dans lesquels n'est pas tombée la Convention. Mais vous l'avez rappelé, on a évoqué l'idée d'ouvrir la possibilité d'un suicide assisté pour des adolescents dépressifs. C'est évidemment de la folie. Et il y a des situations de grande détresse qui viennent simplement que la psychiatrie en France est complètement sinistrée. Donc c'est là où on a quand même un vrai problème. Et de fait, si on avait des soins palliatifs qui fonctionnaient et une psychiatrie qui fonctionnait, et en tout cas, évidemment, il ne s'agit pas d'ouvrir le suicide pour les adolescents, il s'agit d'avoir une psychiatrie qui fonctionne, surtout post-Covid. Et la dernière chose sur le fond, c'est que, et ça sera le travail du législateur, c'est qu'en tout cas, et je reviens à c'est que si on doit faire évoluer, il faut que ce soit strictement encadré. Il faut qu'il y ait un pronostic vital qui soit absolument engagé, qu'il y ait des demandes réitérées, qu'il y ait un dialogue avec une concertation avec l'équipe médicale, et évidemment que les médecins gardent une clause de conscience, c'est-à-dire que ceux qui ne voudront pas recourir et aider à mourir, que ceux-là soient parfaitement libres de le faire. Lionel Zinsou. Mais Nicolas, moi je suis entièrement d'accord sur ce que tu dis de la psychiatrie et des soins palliatifs.
Mais encore une fois, le bon paradigme, c'est pas le déclin et la dénonciation du fait que la psychiatrie fonctionne pas ou les soins palliatifs. Le paradigme, c'est le progrès. Il y a une volonté citoyenne, y compris des plus jeunes, de voir des progrès très importants dans ces domaines. Mais ces deux domaines étaient des domaines tabous, des domaines qui n'étaient d'aucune manière des priorités. Moi, quand j'ai dit à mon père, qui est professeur de médecine, non, je ne veux pas être médecin, c'était une crise terrible dans la famille, sauf qu'il y a quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Lui, il était chirurgien. Moi, ce serait de devenir psychiatre. Je me dis, bon, dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement aller en Hippocagne et faire des études littéraires, parce que, franchement, pour un chirurgien, le travail d'un psychiatre, en 1970, si vous voulez, c'est presque pas de la médecine. C'est impressionnant. Je suis presque victime du syndrome qui a frappé Michel Rocard quand il a annoncé qu'il voulait devenir inspecteur des finances et que son père a dit « c'est une blague monumentale, seuls les ingénieurs comptent, je te coupe les vivres ». Absolument. Mais son père était le directeur du labo de physique de l'école supérieure, grand producteur de prix Nobel. Donc, c'était un enjeu plus grave que dans notre famille. Et la famille comptait des polytechniciens depuis la première promotion de l'école politique. Voilà. Donc, si vous voulez, la question, c'était des points aveugles de la médecine. Le traitement de la douleur. Ça a été dit très bien dans cette convention. Le symptôme, c'est un élément d'information pour les soignants, mais c'est pas une condition vécue comme éventuellement un martyr par le malade. Donc ça, c'était des points aveugles. Donc la question, c'est pas on est en train de décliner, parce qu'il y aurait eu un âge d'or des soins palliatifs et qu'on serait en train de dégrader la situation. Il y aurait eu un âge d'or de la psychiatrie, mais quand ? Mais bien sûr que non. C'est quand même la France qui a inventé la psychiatrie, et il y a eu par ailleurs, par exemple, pour toutes les premières gammes de médicaments, ce sont des inventions françaises. Il y a eu un moment donné où la psychiatrie française était tout à fait en tête de ce qui se faisait de mieux dans le monde. Et ensuite, elle a complètement disparu. Dans l'évolution de la médecine, c'est pas la psychiatrie qui a tenu le haut du pavé. Et un psychiatre ne gagne pas bien sa vie, alors qu'un radiologue la gagne très très bien. Pourquoi vous avez très peu d'étudiants en médecine qui s'orientent vers la psychiatrie? On pourra toujours sauter comme des cabris en disant il faut des psychiatres, mais quand ils choisiront de faire dermato, ou quand ils choisiront de faire chirurgie, ou quand ils choisiront de faire radiologue et de s'installer aux endroits où il y a le marché vous pourrez toujours hurler qu'il faut des psychiatres, mais vous ne les aurez pas, vos psychiatres. Ou alors on change sur une répartition mais obligatoire. C'est pas le déclin. J'essaye, ça va quand même être un long travail, d'enlever le paradigme de déclin de la pensée fondamentale de Nicolas Babrel. C'est un mot que je n'ai pas utilisé, soit dit en passant. Non, tu as dit déliquescence. Déliquescence. Oui, non. On n'a pas besoin d'Éric Orsena pour trouver les mots de déclinisme. On peut faire ça tous ensemble. Non, il y a un paradigme du progrès et de faire sortir, parce que c'est une volonté de toute la société civile, et il faut faire sortir de ces angles morts des disciplines qui sont très importantes pour les gens aujourd'hui, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous gagnez en espérance de vie, vous ne gagnez pas beaucoup en espérance de vie en bonne santé. Donc vous allez avoir, pour la douleur, pour le passage à la mort, pour la psychiatrie aussi, et qui ne touche pas que les gens jeunes, évidemment, vous allez avoir quelque chose de complètement nouveau dans l'esprit public. Donc, nous sommes dans une problématique de dire quelles sont les voies du progrès, plutôt que d'être dans la nostalgie d'un âge d'or qui n'a pas existé. Moi, il me semble. Et puis, sur les mots et Orsena. Écoutez, d'abord, il est immortel, donc c'est quand même c'est bien pour réfléchir sur les mots qu'il faut pour mourir quand même quand on est un immortel. Bon. Comme disait Giscard quand il a été élu, à mon âge, l'immortalité devient une valeur refuge. Si même les mots ont besoin de soins palliatifs, c'est vrai que ça va devenir compliqué. Et donc, moi je trouve que c'est très bien qu'un poète qui est aussi un économiste, moi c'était mon prof d'économie à l'école normale, avant alors qu'il commençait d'être un romancier, c'est raisonnable qu'une société cherche des mots pour dire la mort, parce que toutes les sociétés du monde, c'est un beau livre à faire, cherchent et trouvent des mots différents à chaque époque. C'est tout sauf raisonnable, et on ne peut pas passer constamment de l'utilisation du mot société à un travail qui est fait par l'État. Une société trouve ses mots elle-même, elle les fabrique.
Elle n'attend pas qu'un législateur, qu'une académie, que quelque autorité que ce soit vienne les lui donner. Et une société qui est malade du fait qu'elle remplace constamment les faits par des mots, qu'elle pense que quand elle a trouvé un mot, elle a maîtrisé la chose, cette société voit sa maladie aggravée par des blagues comme celle qui consiste à remplacer euthanasie par je ne sais quoi. Eh bien, ça veut dire que Philippe Meyer... Et les mots par des litotes. Par le modèle français de la fin de vie. Ça veut dire que Philippe Meyer, au fond, est en opposition radicale avec Richelieu, c'est tout, ça veut dire. Non, Richelieu n'a jamais prétendu faire parler les gens. Il a prétendu voulu faire un travail de réglementation et de législation sur les mots. Sur les mots. Lionel, je sais reconnaître l'habileté rhétorique, mais là, elle est vraiment trop mal fondée. C'est un bon combat. Il faut dire le moins du monde. Il faut dire que Richelieu avait aussi des faiblesses. C'est actuel. J'ai eu l'occasion de citer il n'y a pas très longtemps, malheureusement, je ne me souviens plus du nom de cette biographe de Richelieu qui a fait un très remarquable travail dans lequel on apprend énormément de choses, en tout cas dans lequel j'ai appris énormément de choses. Ça n'est pas Alexandre Dumas ? Ça n'est pas Alexandre Dumas, ni Martin Bourboulon qui vient de faire ce film sur les mousquetaires. C'est une professeure. Je remettrai son nom et la référence de son livre sur notre site. Passons, si vous voulez bien, à la Turquie où des élections vont avoir lieu. Le 14 mai, des élections présidentielles et législatives. Oui, pour le Richelieu. Entre 2013 et 2022, le PIB par tête en Turquie a chuté de 12 600 $ à 7 500 $, tandis que l'aggravation du déficit de la balance commerciale a atteint 110 milliards de dollars sur l'année. Selon les chiffres officiels, l'inflation est évaluée à 84% sur un an, mais un groupe d'économistes indépendants l'évalue plutôt à 170%. Malgré cette crise économique, Erdogan a revalorisé salaires et pensions, augmentant le salaire minimum de 50% et permettant des départs anticipés à la retraite. Membre de l'OTAN, Ankara vend des drones à Kiev et refuse de reconnaître les zones annexées par la Russie, tout en ménageant Moscou sur le plan diplomatique et en refusant de rejoindre le train des sanctions internationales. Cette politique d'équilibre, revendiquée par Erdogan, s'inscrit dans sa défiance de plus en plus ouverte vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis, comme dans sa volonté, qu'il partage avec Moscou, de redessiner l'ordre international à son profit. À l'approche des élections, les différents partis d'opposition multiplient les déclarations et les mises en scène hostiles aux réfugiés, et le gouvernement durcit sa politique à leur égard. Actuellement, environ 3,5 millions de réfugiés syriens sont installés en Turquie et empêchés de partir pour l'Europe. Or, ils font face à un rejet croissant de la société turque et sont devenus un point central des manœuvres électorales. Soucieux d'apparaître auprès de son électorat capable de renvoyer les réfugiés à moyen terme, le président Erdogan s'est rapproché du régime de Damas et se dit même désormais favorable à une rencontre avec Bachar el-Assad. Début mars, l'alliance de l'opposition a désigné Kemal Kılıçdaroğlu pour affronter Erdogan à la présidentielle. Résolu de mettre en œuvre un changement total, l'alliance des 6 partis d'opposition, dans un spectre allant de la gauche à la droite, veut en cas de victoire le 14 mai revenir à un système parlementaire après le passage au système présidentiel dans lequel Erdogan concentre la totalité du pouvoir exécutif. Une enquête d'opinion de l'Institut Aksoy le place à 55,5% des voix, place ce candidat, donc Kemal Kılıçdaroğlu, à 55,6% des voix, soit 11,2 points de plus qu'Erdogan en cas de duel au second tour. Philippe, est-ce que vous pouvez relire le nom du candidat qui est absolument imprononçable? À l'endroit ou à l'envers? Kılıçdaroğlu. Ah, très bien. Premier prix de lecture. Béatrice Gibert. Oui, ces élections qui ont lieu le 14 mai, ce qui a d'ailleurs un peu surpris, parce qu'il y a quand même eu un séisme majeur qui a eu lieu en début février, 5-6 février, et qui a fait effectivement des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés de nouveau, et on s'attendait à ce qu'il repousse les élections. Parce qu'organiser les élections avec autant de déplacés, c'est peut-être aussi la porte ouverte à un contrôle de ces élections qui va s'avérer un peu difficile et c'est un doux euphémisme. Mais il a maintenu la date du
Le 14 mai. Je précise aussi que ce séisme a eu lieu dans une région où l'AKP, qui est son parti, est particulièrement bien implanté. C'est là qu'il obtient ses résultats les plus importants. Milieu très conservateur, de petits entrepreneurs ou de moyens entrepreneurs qui ont effectivement beaucoup bénéficié de la croissance économique qu'a connue la Turquie. Et il fait donc toujours sans doute le pari qu'il va avoir son clientélisme politique qui va tenir encore cette fois-ci. C'est aussi la région où il y a le maximum de réfugiés syriens. Gaziantep, qui est la grande ville du sud-ouest de la Turquie, cette grande ville a une croissance très importante liée à la présence de ces Syriens qui se sont insérés parce que effectivement il n'y a pas de problème de culture, il n'y a pas de problème de langue. Ça a été absolument pas majeur en tout cas. Donc et puis les familles étaient très souvent d'un côté et de l'autre. Enfin, c'est une situation tout à fait intéressante. Bon, mais par ailleurs, il y a d'abord l'opposition. Pour la première fois depuis longtemps, a réussi à présenter un candidat commun. Ce qui n'a pas été simple et qui donne un spectre qui est très large, puisqu'on va effectivement de la gauche à la droite et parfois à une droite proche de l'extrême droite. Donc, pas du tout évident qu'ils aient un programme commun, et ce qui est une source d'inquiétude pour une instabilité possible politique qui inquiète une partie des électeurs. Alors, à la fois, il y a une usure du pouvoir, à la fois, il y a un rejet de cette verticalité du pouvoir, de cette présidentialisation du système turc, politique turc qu'il a mis en place. Il y a un réel rejet de la personnalité d'Erdogan. Est-ce que pour autant, on va voir un dégagement d'Erdogan au 14 mai 2020 ? Je dirais qu'il a quand même des armes dans sa main. D'abord, le contrôle des élections, le contrôle des médias. C'est lui, il y en a en fait que pour lui. On étouffera toutes les affaires qui commencent à surgir liées à des entrepreneurs de la clientèle d'Erdogan et qui n'ont pas respecté les normes antisismiques ou autres. Tout ça est en train d'être mis très vite sous le boisseau. On est donc dans une... Et quant à sa politique internationale, ce sur quoi il faisait campagne, manifestement, redonner un rôle à la Turquie, d'être peut-être le médiateur, comme il a essayé de l'être au début du conflit russo-ukrainien, puisque c'était chez lui que ça s'était passé. De nouveau, maintenir des bonnes relations quand même avec Poutine. Néanmoins, dernier point, c'est que Anthony Blinken est allé rencontrer le ministre des Affaires étrangères turc, et on a eu quelques déclarations intéressantes, comme quoi la Turquie a déclaré, au fond, que oui, ces missiles russes, au fond, elle n'en avait pas besoin, et qu'elle n'allait donc pas les utiliser. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, la déclaration sur l'OTAN s'est aussi beaucoup calmée, et que si les États-Unis n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient, ils restent quand même capables de faire entendre un peu raison à un de leurs alliés de l'OTAN. Nicolas Bavrez. Ce sont vraiment des élections historiques. En cette année, donc 2023, ce sont les 100 ans de la fondation de la République par Mustafa Kemal. Et c'est vrai qu'on peut vraiment se demander si la Turquie va rester une république ou si elle va définitivement se transformer sous la houlette de Recep Erdogan. On l'a dit, la situation du pays est maintenant très dégradée. On a la vérité de ce que c'est que cet homme fort qui a mis au cœur un double projet, qui est un projet religieux et un projet impérial. L'inflation réelle est autour de 190% par an. La balance commerciale est dégradée. La livre turque est effondrée. Et on a beaucoup de gens
qui ont basculé dans la grande pauvreté. Par ailleurs, sur le plan intérieur, on l'a dit, la liberté d'expression maintenant a été à peu près complètement supprimée. L'État AKP a montré à la fois sa corruption et son inefficacité dans le séisme du 6 février. Et puis sur la politique étrangère, c'est vrai qu'elle est à la fois totalement agressive et très, très erratique. Très agressive, évidemment, face à l'Arménie, face en Afrique, en Méditerranée. Il faut rappeler les revendications sur la patrie bleue, l'extrême agressivité en Méditerranée orientale, les menaces contre la Grèce, le blocage de l'élargissement de l'OTAN à la Suède. Donc, il y a une dérive de la Turquie qui est extrêmement inquiétante. Et c'est vrai que ces élections sont un moment de vérité. Je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on peut vraiment craindre une fraude massive. Je rappelle simplement que, par exemple, pour Istanbul, qui était au cœur du pouvoir d'Erdogan, il a fallu voter 3 fois pour qu'il accepte la défaite de l'AKP à Istanbul. Et on peut craindre qu'il en aille de même à l'échelle du pays. Lionel Zinsou. Alors, il ne faut peut-être pas avoir un regard trop eurocentré sur la Turquie. Comment elle est regardée, la Turquie, par les pays émergents et en développement, hein. Elle n'est pas perçue comme traversant une crise aussi violente. Une des raisons sur les chiffres que vous citez de la baisse du revenu par tête, c'est parce qu'on raisonne sur le PIB à taux de change courant et qu'il y a eu un effondrement de la monnaie. Donc, c'est donc la valeur en dollars qui montre une régression du revenu par tête très importante. Si vous raisonnez en PIB, en parité de pouvoir d'achat, vous effacez une partie de l'effet simplement de change par rapport au dollar, puisque les chiffres que vous avez donnés sont en dollars, c'est quand même bien moindre. Donc, et ça, c'est partagé par beaucoup de pays. Hein. L'Égypte est dans la même situation avec une dégradation très forte de la monnaie. Beaucoup de pays ont eu des chocs par rapport au dollar dans la période actuelle. Par conséquent, il ne faut pas raisonner totalement avec des schèmes d'euros, de stabilité des parités, etc. On est dans quelque chose d'un petit peu différent. Comment est regardée la Turquie? Elle est regardée comme ayant réussi en Libye, par exemple, en donnant au fond des moyens de stabilité contre le maréchal Haftar, contre l'Occident, disons aussi, au gouvernement de Tripoli. Elle est très active dans les pays sahéliens parce qu'elle a une conception du néo-ottomanisme qui est, on va reprendre l'expansion qui n'était pas que des bords de la Méditerranée, mais qui était aussi tournée vers les populations sahéliennes. Enfin, donc, c'est des gens qui comptent. D'autant plus qu'ils sont économiquement très forts dans un certain nombre de domaines. C'est bien d'insister sur 110 milliards de déficit de la balance des paiements, mais en attendant, vous voyez des entreprises turques partout. Vous les voyez en engrais, vous les voyez surtout en construction, partout, où ils sont extrêmement compétitifs. C'est les plus grands constructeurs. Ils ont remplacé la France, la Chine, etc., comme l'un des tout premiers grands constructeurs d'infrastructures, notamment d'aéroports, par exemple, etc. Donc, ils existent. Par ailleurs, ils sont perçus comme ayant un rôle d'équilibre, parce qu'ils fournissent de l'armement très efficace aux Ukrainiens, tout en ne rompant pas avec les Russes. Et ça s'est vu à la conférence de Samarcande aussi, où ils ont des positions quand même, où il était assis à côté de Poutine, au moment même où les drones turcs étaient très efficaces contre l'armée russe. Donc, il est vu comme étant capable d'être multi-aligné, le nouveau concept, et c'est assez admiré des pays émergents. Donc, la politique internationale n'est peut-être pas l'échec complet que perçoit l'Occident. En tout cas, c'est pas comme ça que le reste du monde le voit. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est une situation, moi je suis d'accord avec Nicolas quand il dit que c'est un scrutin certainement historique. La Turquie a fait le choix il y a un siècle de l'Occident, et il faut le dire parce que Kemal n'était pas un tendre de ce qu'on pourrait appeler le despotisme éclairé.
comme d'ailleurs au même moment, les Pahlavis faisaient le même choix en Iran. Et quand vous analysez les réformes qui ont été menées dans ces deux pays à partir des années 20 et 30, vous avez effectivement un parallélisme assez saisissant. Moi, je me rappelle ce que disait mon vieux maître Pierre Chonu, qui avait analysé le despotisme éclairé comme un phénomène périphérique retard, c'est-à-dire que c'était une Europe lointaine ou extérieure à l'Europe qui faisait effort pour s'aligner sur le cœur développé franco-anglais de l'Europe. Et on était bien dans ce schéma qui a d'ailleurs qui avait été préparé par les Ottomans, par le Tanzimat, etc., au XIXe siècle. Donc on a eu cette évolution, et alors ça donnait un certain degré de fascisme. En même temps, on a vu la marche forcée de Kemal vers une normalisation occidentale de la Turquie. Et puis maintenant, on a, à travers un ensemble de péripéties, on est dans une situation totalement ambiguë, et là, de ce point de vue-là, c'est exemplaire. On a une opposition qui est très forte, qui ne gagnera peut-être pas les élections, loin de là, parce qu'elle a des faiblesses, mais elle est très très fortement enracinée dans le pays. Elle a gagné les élections municipales dans les principales villes. Il y a une fédération de partis qui a fini par se réunir autour de ce monsieur dont on a du mal à prononcer le nom, qui est Kılıçdaroğlu. Et oui, c'est moi. Disons que Roliou est bon, le début. Comment tu écris Non, mais moi, je sais pas. Enfin, je ne parle pas, je n'entends pas le turc ni le persan, mais c'est ainsi. Mais on a donc quelque chose de très solide. On a un fond d'échec assez impressionnant sur le plan économique d'Erdogan. On a une crise morale. Le tremblement de terre a montré quand même toutes les failles en termes de corruption du système. Donc, logiquement, l'opposition devrait gagner. Bon. Elle ne gagnera sans doute pas, ou peut-être pas, on verra ce qu'il en est. Et là, quand on regarde l'opposition, on s'aperçoit que vraiment, l'opposition est adossée à l'Occident, adossée à la démocratie, adossée au choix historique de l'Alliance Atlantique de l'OTAN, et que le régime actuel est un régime qui dérive vers le soutien de pays autoritaires, vers une sorte de mirage plus ou moins néo-ottoman qui le conduit à se rapprocher de quantité de pays du Moyen-Orient, donc alors que c'est un pays colonial au Moyen-Orient. Donc on a véritablement cette opposition qui est très profonde. Et ce qui me frappe, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est notre totale indétermination au sein de l'Union européenne et d'une façon générale du monde atlantique vis-à-vis de ce pays. Nous avons une solidarité forte des Français et des Grecs pour résister à la Turquie. On vend notamment pas mal d'armes aux Grecs, mais on voit bien qu'en Italie, en Espagne, en Allemagne, les choix ne sont pas les mêmes. Les États-Unis sont en permanence partagés entre le fait qu'il faut maintenir la Turquie dans l'OTAN et la méfiance à l'égard de ce pays qui ne joue pas le jeu sur le plan des transferts de technologie de façon très, très, très sensible, très critique vis-à-vis de la Russie. Et donc, on a là l'image de notre indétermination. Alors, on va voir ce qui se passe, on va voir si les élections clarifient les choses, mais il est évident que la Turquie est aujourd'hui le miroir de toutes les contradictions du monde occidental. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à la dernière de nos séquences, celle des brèves, que j'introduirai en recommandant le livre de Gilles Favarel-Garrigue, La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne, paru aux éditions La Découverte. Gilles Favarel-Garrigue est directeur de recherche au CNRS. Il est un spécialiste. Il a publié beaucoup de travaux sur la délinquance, la police et la justice en Russie. Il entre dans les détails d'une enquête sur le terrain qui, quelquefois, est presque stupéfiante. Je pense notamment à toute la partie qui concerne le fonctionnement des huissiers dans la Russie de Vladimir Poutine. Mais surtout, il décrit cette espèce de maillage et de mariage en même temps entre l'idéologie despotique et la corruption poussée à
intensité que le précédent régime, celui qui portait le nom de communiste, ne pouvait pas se permettre. Parce qu'au fond, la destruction du système communiste a ajouté à la corruption une capacité de cynisme, et en même temps, on a l'impression que tous ces corrupteurs ont fait de hautes études de commerce et qu'ils manient la corruption avec une finesse et une efficacité qui est absolument glaçante quand on voit les résultats. Il y a notamment, à un moment donné, Gilles Favarel-Garrigues raconte une petite mésaventure qui lui est arrivée et qui est extrêmement éclairante sur le fonctionnement de la justice, de la police, des indicateurs, etc. Béatrice Gibelin. Moi, je vais vous parler d'un ouvrage qui a été publié il y a très, très longtemps, puisqu'il a été publié écrit en 1938 et publié en 1942. C'est La 7e croix, que j'ignorais totalement, d'Anne Segers, qui se définissait comme une écrivaine communiste, juive, et c'était dans cet ordre-là qu'elle précisait bien les choses, et c'est qui vient d'être publié, enfin déjà il y a 2 ans, je crois, aux éditions Métaillé, et avec une remarquable traduction, je cite son nom, Françoise Thoraille, parce que c'est vraiment remarquable. Et cet auteur s'est réfugiée en France en 1933. Donc l'ouvrage a été écrit en partie quand elle était à Meudon, et puis ensuite elle a dû évidemment aussi quitter la France. Et c'est l'histoire au milieu des années 30, déjà dans un camp, 7 prisonniers communistes allemands s'évadent. Et le commandant fait construire 7 croix sur lesquelles ils seront suppliciés, car il est absolument convaincu qu'il va les récupérer. Il ne peut pas en être autrement. Et il va en récupérer 6 sur les 7. Et la 7e croix, évidemment, restera vide. Et c'est donc l'histoire de ce fugitif qui est dans son terrain, qui est chez lui, et qui connaît bien, qui va essayer d'échapper à tout ça. Et c'est absolument remarquable dans la description de la lâcheté, de la médiocrité d'une grande partie des gens, mais aussi dans ceux qui vont rester vaillants, qui vont avoir le courage de leurs idées et de l'aider. C'est un livre extrêmement émouvant, d'une très très grande humanité et d'une remarquable écriture. Lionel Zinsou. Moi, je vous conseillerais volontiers un bon auteur qu'on connaît peut-être ces jours-ci pour autre chose que sa plume, Laurent Fabius, qui ne fait pas que du droit constitutionnel, mais de plus en plus d'histoire de l'art, et dans sa vie personnelle, de plus en plus de travail artistique de peintre. Et comme il aime les grands formats, et qu'il a un petit atelier, il divise ses tableaux, et du coup il s'est demandé, regardons dans l'histoire de l'art les polyptyques. C'est un peu élitiste comme question, c'est pas une question générale, mais vous avez un panorama des grands polyptyques depuis l'Antiquité dans la peinture mondiale. Et ces tableaux pluriels sont extrêmement érudits, extrêmement savants, et c'est bien de savoir que les constitutionnalistes sont d'excellents historiens de l'art. Nicolas Bavrez. Tableaux pluriels. Alors, je voudrais recommander aussi une forme de polyptyque, mais littéraire, celui-là. C'est la publication par Kalman Devi d'un formidable ensemble de Vassili Grossman. Il y a d'abord les 2 livres sur la bataille de Stalingrad pour une juste cause, et puis Vie et destin. Ce sont des livres extraordinaires, et surtout, c'est les seuls livres où on a à la fois la description et la vie des camps, côté nazi et côté stalinien. Il y a aussi ses correspondances de guerre, puisqu'il était correspondant de l'Armée rouge. Et puis un autre grand roman qui s'appelle Tout passe, sur la libération d'un prisonnier des camps. Donc l'ensemble est vraiment formidable, et d'une certaine manière, évidemment, on le relie avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et avec ce qui se passe notamment à Bakhmout, qui est un peu le Stalingrad ukrainien. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais donner à lire un livre qui est paru il y a quelques mois déjà, de Laurent Tello, Voyage au bout de la gauche,
des guerres fratricides à la NUPES, la folle histoire d'une renaissance. Je crois que quand on s'intéresse à la politique française, ce livre est vraiment très précieux. Il analyse de façon extrêmement vivante, c'est vraiment même parfois très drôle et en tout cas ça se lit très très facilement. Il analyse donc d'une façon vivante la façon dont la gauche s'est littéralement effondrée autour de la candidature de Madame Hidalgo, parallèle d'ailleurs à l'effondrement de la candidature de Madame Pécresse à droite, et la façon dont Mélenchon a réussi par son talent, son intelligence tactique, son talent personnel, à reconstituer une gauche unie autour des thèmes de la NUPES, autour de la NUPES et autour essentiellement de lui-même, alors même que ce que représente la NUPES est en rupture assez profonde avec l'ensemble de la tradition de la gauche. Alors c'est un coup d'éclairage donné sur tout cela qui est particulièrement précieux aujourd'hui où on s'interroge, la gauche s'interroge en profondeur, depuis notamment l'élection en Ariège, mais pas seulement. L'élection en Ariège s'interroge sur la pertinence du modèle incarné par la NUPES. Et donc, je crois que pour réfléchir à l'avenir, il est bon de s'interroger sur ce passé immédiat à travers ces voyages au bout de la gauche. Merci beaucoup, merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en rédiger le compendium auquel vous pouvez vous abonner, vous êtes nombreux à le faire chaque semaine, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille à nos plateformes de financement, Adrien Beccaria a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le deuxième Bada avec Hervé Pierre, ci-devant sociétaire de la Comédie Française, et dimanche prochain pour un nouveau Nouvel Esprit Public.